Oui, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré aux risques psychosociaux et à la Covid-19. La thématique d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre finalement quels sont les impacts de la crise sanitaire et comment accompagner le changement en entreprise. On a choisi de faire vraiment un focus sur le cas de l'organisation hybride. On prendra le temps de la définir un peu plus tard, mais on est sur, effectivement, pour les personnes qui n'ont peut-être pas entendu ce terme, sur une organisation qui mélange du présentiel et du distanciel, avec toutes les spécificités que ça peut comporter. Et on essaiera voilà, de vous accompagner sur sa mise en place. On est dans le cadre des rencontres santé-travail, donc voici les contributeurs aux différentes conférences qui vont se dérouler tout au long de la journée. Nous, aujourd'hui, ce webinaire, il vous est proposé donc par le CMSM et Horizon Santé-Travail. Je vais vous présenter Mathilde, si tu peux. Ouais, super, merci. Je vais me présenter. Donc, Jennifer, je suis ergonome et psychologue du travail. Donc, je représente le CMSM. Et Cyrielle, donc, même fonction également, d'Horizon Santé Travail, qui co-animera avec moi ce webinaire et donc prendra la parole un petit peu plus tard. Et vous avez Mathilde au chat, ergonome et psychologue du travail également, toutes les trois de même fonction de chez Horizon, qui répondra tout au long de cette session à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas voilà, à interagir avec nous par ce biais-là. Alors pour introduire notre propos, juste quelques chiffres à vous donner parce que je trouve que c'est toujours une bonne entrée en matière pour montrer l'importance de la thématique qu'on aborde. Donc les risques psychosociaux aujourd'hui sont un sujet plus que jamais d'actualité. On avance le chiffre que les risques psychosociaux représenteraient donc la seconde cause d'arrêt maladie pour les entreprises en 2020. La première cause étant les arrêts liés à la Covid et en troisième position, on retrouvait les troubles musculo-squelettiques. Donc, par rapport aux années précédentes, on a vraiment une inversion entre TMS et RPS, qui montre bien qu'en 2020, voilà, la question de la santé mentale, de la santé au travail, la santé mentale au travail a été un point majeur, à mettre en lien évidemment avec le contexte sanitaire qu'on connaît. Pourquoi l'organisation hybride? Pourquoi un focus dessus? Parce que c'est une organisation qui est majoritairement mise en place aujourd'hui par les entreprises. À savoir qu'une étude met en avant le chiffre de 50% des organisations qui auraient choisi ce mode de fonctionnement. Pour les entreprises, évidemment, pour lesquelles le télétravail est une possibilité, évidemment. Et qu'en est-il des salariés? Comment ils se situent par rapport finalement à ce type d'organisation et par rapport au télétravail en lui-même? On voit aujourd'hui que le télétravail, il est plébiscité. On a 73% des salariés qui souhaitent poursuivre le télétravail et lorsqu'on les interroge sur la fréquence, ils sont 63%, donc là aussi une large majorité, à souhaiter 2 jours par semaine. Donc finalement, on retombe sur ce type de fonctionnement qui est l'organisation hybride. Le programme d'aujourd'hui, donc articulé en 3 parties, on va quand même prendre le temps de définir un peu ensemble les concepts. On parle de risques psychosociaux, quelle réalité ça recouvre. Donc, on passera peut-être un peu vite sur cette partie parce que c'est quand même pas l'objet premier. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Mathilde via le chat. Elle pourra également vous transférer des liens, de la documentation complémentaire si le sujet vous intéresse. Deuxième partie, comprendre les craintes et les attentes des salariés. On verra un petit peu tous les bouleversements induits par la crise sanitaire sur la vie personnelle, mais également sur la vie au travail et sur la vie de l'entreprise. Et troisième partie, comment manager dans une organisation hybride. Donc là, on abordera vraiment la question de l'accompagnement, de la conduite du changement. On va donc aborder cette première partie sur la définition des risques psychosociaux. Alors des définitions assez classiques. Les risques psychosociaux donc sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs donc liés à l'organisation du travail et aux relations de travail. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça concerne toutes les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. On peut être parfois nous-mêmes confrontés à des adhérents qui connaissent mal le sujet et finalement pensent que ça ne concerne pas leur entreprise, mais on voit bien que de fait, si, puisqu'on est sur de l'organisationnel. Donc dès lors qu'on ne fait pas ce qu'on veut, qu'on a un cadre précis, qu'on a des horaires à respecter, des objectifs,
on se place dans le cadre effectivement des risques psychosociaux. Ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial n'est pas sa manifestation, le trouble psychosocial. C'est un exemple typique, le stress, mais son origine, les facteurs de risque. Et c'est Cyrielle qui vous les présentera un peu plus tard dans la présentation. Et je pense que voilà, lorsque vous comprendrez mieux ce que sont les facteurs de risque, vous comprendrez mieux ce que sont également les risques psychosociaux. Ce qu'on doit retenir, c'est que RPS ne veut pas dire que les personnes en difficulté sont des personnes fragiles. On a bien vu, ce sont des risques liés à l'organisation et aux relations de travail. Ce ne sont pas liés à l'individu en lui-même. Bien sûr, il a des interactions avec des facteurs personnels, puisqu'on ne vit pas le travail de la même manière en fonction de son expérience, en fonction de son système de valeurs et de ses attentes au travail. Le stress, alors souvent donc associé aux risques psychosociaux, on l'a vu, c'est effectivement une des conséquences, mais comment on peut le définir? Le stress déjà, c'est un phénomène qui va survenir lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et ses propres ressources pour y faire face. Donc on donne souvent l'image de la balance, qui effectivement doit essayer d'être équilibrée. Dans toute situation de travail, on a des contraintes qui s'imposent. Je le disais tout à l'heure, des horaires de travail, on doit faire avec des collègues, on peut être en désaccord, il peut y avoir des conflits. Mais de l'autre côté, si la balance s'équilibre, par exemple parce qu'on a suffisamment de soutien social, parce que notre travail nous plaît, nous intéresse, qu'il est stimulant, on va dire, d'un point de vue personnel, si on a le soutien du manager. Tous ces éléments vont faire que finalement la balance va s'équilibrer. Et le but est donc de trouver un juste équilibre et de le faire perdurer. Plus une difficulté pardon, est perçue tôt, moins elle aura d'impact. C'est effectivement voilà, notre logique aussi d'intervention et de prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, agir à la source avant même d'observer une dégradation des situations de travail et de la santé des salariés. Et c'est pour cela qu'on va chercher donc à identifier ce qu'on a appelé les facteurs de risque. Quelques précisions, alors également associées aux risques psychosociaux, du coup, les violences. Alors, on va distinguer 2 types, de violences, des violences dites internes et des violences, dites, externes. Des violences internes, donc ce sont des violences qui ont lieu entre individus, qui appartiennent à, l'entreprise, avec ou sans lien hiérarchique. Les violences externes sont des violences exercées, contre un salarié par un ou des individus extérieurs. Donc ça peut être public, ça peut être des clients, des bénéficiaires, des résidents, et cetera. Peuvent découler, malheureusement de ces phénomènes de violence, des phénomènes d'harcèlement. Alors on ne prendra pas le temps, voilà, de s'étendre longuement sur le sujet. Encore une fois, c'est pas forcément l'objet, c'est simplement vous dire que ça existe. On distingue bien sûr le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements, sexistes, au travail. On vous a remis ici une petite, définition. Et je vais laisser, la parole donc, à Cyrielle qui va vous présenter, les 7 familles, de risques psychosociaux, donc les familles de facteurs. Bonjour à tous, merci Jennifer. Donc, je me présente Cyrielle Lopez-Brizard, psychologue du travail et ergonome pour Horizon Santé Travail. Alors, donc, comme l'a dit Jennifer, je vais vous présenter maintenant donc les causes, donc les 7 grandes familles de facteurs psychosociaux. Donc, nous nous inspirons bien évidemment de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, et donc qui a répertorié les différents facteurs de risque par famille. Donc, il y a 7 grandes familles que nous allons donc définir précisément. Et puis après, il faut se dire que dans chaque famille, il va y avoir donc différents facteurs. Alors, la première famille, alors déjà, élément essentiel à savoir, c'est que pour évaluer ces différents facteurs de risque, il faut tout d'abord les repérer via des questionnaires, des groupes de travail. Vous pouvez également mener des entretiens, faire des observations et les analyser. Il faut ensuite donc rechercher vraiment l'origine de ces différents facteurs. Et donc, première famille de facteurs, ce que nous appelons donc l'intensité et la complexité du travail. Cette première catégorie comprend à la fois donc les notions d'exigence psychologique, d'effort, mais plus largement donc les contraintes de rythme, l'existence d'objectifs irréalistes par exemple ou flous, l'exigence de la polyvalence qui peut ne pas être maîtrisée, les instructions contradictoires, les interruptions de la tâche. Et donc d'ailleurs il est très intéressant de se dire que d'après une étude récente de l'université californienne, nous savons à présent que nous mettons en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour revenir à la tâche initiale et donc pour retrouver en tout cas la concentration initiale. Donc, comme quoi les interruptions de la tâche
peuvent du coup nous amener à ne pas pouvoir tenir par exemple nos objectifs. Alors, deuxième famille de facteurs, ce qu'on appelle les exigences émotionnelles, donc qui font référence à la nécessité de maîtriser, de façonner ses propres émotions. Elles concernent essentiellement les métiers de service, hein, donc l'exigence de sourire ou de bonne humeur, les tensions avec le public, le contact avec la souffrance ou avec la détresse humaine. Donc c'est vrai que ce sont des facteurs qui font vraiment partie, j'ai envie de dire, de l'activité, qui sont inhérents à l'activité, mais en tout cas, donc on ne pourra pas les supprimer, mais on pourra mettre en place des actions pour les limiter. Autre famille de facteurs, ce qu'on appelle les rapports sociaux au travail dégradés. Donc ils incluent les relations avec les collègues ou avec la hiérarchie, l'équilibre effort-récompense et ce que nous appelons donc la justice organisationnelle. L'équité dans la distribution des ressources et des avantages au regard des efforts accomplis et en comparaison avec ce que donnent et reçoivent du coup les collègues qui occupent un poste similaire. Quatrième famille, les horaires de travail difficiles. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça va être donc les longues journées de travail, le travail en horaire atypique, en 2-12, en 3-8, l'imprévisibilité des horaires de travail, ce qui fait référence à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Cinquième famille de facteurs, ce qu'on appelle le manque d'autonomie. Alors, l'autonomie au travail, elle désigne la possibilité d'être acteur dans son travail. Elle inclut vraiment donc les marges de manœuvre, la possibilité de s'auto-organiser dans son travail, mais également la participation aux décisions qui concernent donc directement son activité, ainsi que l'utilisation et le développement de ses compétences. Et il faut savoir que plus nous avons d'autonomie dans notre travail, moins nous avons de risque d'être en souffrance. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Sixième famille, l'insécurité de l'emploi et du travail. Alors, ça comprend à la fois l'insécurité socio-économique, par exemple la peur de perdre son emploi, le non-maintien du niveau de salaire, le contrat de travail précaire, et le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail. Donc, les restructurations, l'incertitude sur l'avenir de son métier, voilà, tous ces éléments. Et septième et dernière famille, les conflits de valeurs. Alors là, c'est lorsqu'il va y avoir un conflit entre ce qui est exigé au travail et les propres valeurs personnelles et professionnelles, les valeurs sociales des salariés. Donc ça, un exemple très simple, faire un travail que l'on juge par exemple inutile, vendre un crédit par exemple à des personnes à très faible revenu, faire la promotion d'une méthode que l'on sait inefficace. Et j'ai envie de vous donner un exemple très intéressant pour bien illustrer cette famille de facteurs, les conflits de valeurs. Le film La loi du marché avec Vincent Lindon, qui illustre parfaitement cette famille de facteurs, puisque en gros, on demande à un agent de sécurité travail prescrit de surveiller du coup le magasin pour éviter qu'il y ait des vols de la part des clients, sauf que travail réel, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande via les vidéos de surveillance de contrôler les collègues hôtesses de caisse et de dénoncer toute défaillance. Donc clairement, lorsqu'il va les dénoncer, il va y avoir des répercussions lourdes pour les collègues. Donc là, on est vraiment dans les valeurs personnelles. Donc lorsque nous menons des diagnostics, c'est vrai que les familles de facteurs qu'on va le plus souvent retrouver, ça va être l'intensité et la complexité du travail, et puis également les rapports sociaux au travail dégradé, et fort heureusement, la famille de facteurs que l'on retrouve le moins, ce sont les conflits de valeurs. Alors, j'entends bien que ça fait beaucoup d'informations tout d'un coup, mais je vous invite à aller sur le site de l'INRS pour vraiment prendre conscience de chacun des facteurs dans chacune de ces familles, pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. On a vu les causes, maintenant on passe aux conséquences. Donc, il va y avoir des conséquences déjà, dans un premier temps, donc, sur l'individu, puisque lorsqu'on est soumis à un stress chronique, on peut en arriver à développer donc, des pathologies psychiques, comme par exemple le burn-out. Donc le burn-out, juste, j'en parle très rapidement, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. C'est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique. Et il survient lorsque les salariés vont ressentir un écart trop important entre leurs attentes, la représentation qu'ils ont de leur métier et la réalité du travail. On parle également d'autres pathologies maintenant qui sont un petit peu moins connues, mais pourtant très présentes, comme par exemple le bore-out, qui a été très présent notamment lorsqu'on était en confinement et lorsque le télétravail s'est mis en place très rapidement. C'est un syndrome également d'épuisement professionnel, mais qui, lui, est dû à l'ennui provoqué par le manque de travail ou l'absence de tâches intéressantes à effectuer et qui engendre une démotivation, une dévalorisation de soi et une intense fatigue physique et psychique. Et puis, autre pathologie, le burn-out. Alors, autre terme un petit peu savant. Alors, le burn-out, de quoi est-il s'agit? C'est une perte de sens au travail et vraiment un sentiment d'inutilité. On peut en arriver à développer donc des accidents du travail. D'ailleurs, ça peut être un très très bon indicateur lorsqu'on a un salarié qui, au cours des derniers mois, a accumulé plusieurs accidents du travail.
c'est un bon indicateur, sachant que lorsqu'on est soumis à un stress chronique, on va avoir une fatigue intense, ça peut expliquer ces accidents de travail. Des troubles musculo-squelettiques, alors autre terme un petit peu savant, c'est lorsqu'on va combiner une sollicitation physique à des risques psychosociaux et bien sûr toujours à ce qu'on appelle les facteurs individuels, la génétique par exemple. Et puis, on peut en arriver à développer donc des addictions lorsqu'on est soumis à un stress chronique. Pour pouvoir compenser cette souffrance, on essaie de trouver un peu de plaisir et donc on peut en arriver à développer ou à accentuer des addictions déjà présentes. Et donc, il peut y avoir également, en découler en tout cas, des conséquences sur le collectif de travail, puisque lorsque l'on va avoir, notamment par exemple dans un service, un salarié qui en arrêt de travail, par exemple, dû à des risques psychosociaux, forcément, ça va s'impacter sur tout le collectif. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est contagieux, mais un petit peu quelque part. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur tout le collectif de travail, puisqu'il va y avoir une surcharge de travail. Les collègues vont devoir absorber la charge de travail du collègue absent. Et puis, est-ce que, du coup, les salariés ont bien la formation en adéquation, puisqu'ils sont amenés à réaliser des tâches qu'ils ne réalisaient pas auparavant. Il peut y avoir une dégradation du climat de travail et des violences. Voilà, on le sait, hein, lorsqu'il va y avoir un flou, notamment sur les missions confiées aux salariés, des fiches de poste incomplètes, voire une absence de fiches de poste, par exemple. On peut en arriver à un désengagement et puis également une démotivation hein, qui peut en découler. Et puis dernièrement, donc, on peut en arriver bien sûr à avoir des difficultés pour pouvoir atteindre des objectifs. Et bien sûr, il va y avoir des conséquences sur toute l'entreprise, puisqu'on peut arriver à avoir un taux d'absentéisme élevé, un turnover. D'ailleurs, ce sont de très bons indicateurs pour nous lorsqu'on intervient. Voilà, lorsqu'on va avoir un taux d'absentéisme important, par exemple, dans un service, voilà, l'idée, ça va être de creuser un petit peu, d'essayer de comprendre pourquoi. Ou bien un turnover dans un service, ou bien dans toute l'entreprise, ou bien sur un poste en particulier. Il peut y avoir donc une perte de productivité et donc il va en découler une insatisfaction bien sûr des clients et donc c'est un réel risque économique pour toute l'entreprise. Il peut également y avoir un risque d'atteinte à l'image de l'entreprise et oui, lorsqu'un salarié ou plusieurs salariés quittent une entreprise pour des RPS, clairement ils ne vont pas donner une bonne image de l'entreprise et puis maintenant avec les réseaux sociaux ça peut aller très très vite. Alors, on va voir à présent donc les obligations de l'employeur. Il faut savoir que toutes les entreprises sont concernées par les risques psychosociaux et doivent bien sûr à ce titre les évaluer et les prévenir en mettant en place des actions de prévention au même titre que les autres risques professionnels, notamment en élaborant ce qu'on appelle le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Il doit donc organiser la prévention dans l'entreprise, évaluer les risques et prendre les mesures de prévention, veiller à l'adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à améliorer les situations existantes. Et puis bien sûr, il y a une obligation de sécurité et surtout une obligation de résultat. On a vu les obligations de l'employeur, il faut savoir que les salariés ont également des obligations, puisque conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur dans les conditions prévues au règlement intérieur notamment, pour les entreprises tenues d'en élaborer un bien sûr, il incombe à chaque salarié, à chaque travailleur, de prendre soin, en fonction de sa formation bien sûr et selon ses possibilités, de sa propre santé et de sa propre sécurité, mais également de celle des autres personnes. Voilà, donc ça c'est important. Merci Cyrielle du coup pour cette présentation. On va entrer dans la seconde partie donc, de ce webinaire, comprendre les craintes et les attentes des salariés. On va commencer par faire ensemble un petit état des lieux des évolutions organisationnelles. Alors le contexte, bon, je ne vous apprends rien, on est depuis 1 an et demi dans des phases d'alternance successive de travail à distance et de retour en présentiel. Depuis la rentrée, les entreprises tendent à stabiliser un mode d'organisation. On l'a vu, le mode de l'organisation hybride majoritairement. Pour autant, il y a d'autres cas de figure qui peuvent exister. En post-crise, on peut observer des entreprises qui envisagent un retour en présentiel plus fréquent. C'est par exemple des entreprises qui étaient en télétravail à 100% et qui se sont rendus compte finalement de l'importance de pouvoir quand même partager des moments de convivialité, de pouvoir à un moment donné se retrouver ensemble, partager partager des événements de convivialité tout simplement. On a également des entreprises qui envisagent de recourir au télétravail de manière permanente. Donc là, on est souvent dans une logique d'économie. Ça permet de diminuer, voire de supprimer des locaux.
Et majoritairement, les entreprises donc envisagent l'organisation hybride, donc avec voilà, du télétravail et en même temps, du présentiel. Voilà un peu les 3 cas de figure qu'on peut observer. Donc on voit finalement que voilà, la crise sanitaire n'est pas neutre et a bien eu, des impacts sur, les entreprises et sur les modes d'organisation. Qu'est-ce qu'une organisation hybride? Quels sont les enjeux? Alors, qu'est-ce qu'une organisation hybride déjà? Alors, vous vous en doutez un petit peu, je l'ai très grossièrement défini au début. On est sur une combinaison, de travail au bureau et de travail à distance. À distance, ça peut être de chez soi, mais ça peut être aussi d'un lieu tiers. Ça peut être par exemple d'un espace de coworking. C'est, une organisation plus flexible et plus, digitalisée. Flexible d'un point de vue horaire, d'un point de vue conciliation vie privée, vie professionnelle. Mais, et digitalisée, parce que, en mars 2020, toutes les entreprises n'étaient pas égales à ce niveau-là, en fonction de leur secteur d'activité notamment, et ont dû, développer très rapidement des outils, de travail à distance, des outils de travail collaboratif. Et les évolutions faire évoluer les pratiques, managériales. On ne manage pas de la même manière des équipes 100 en présentiel, des équipes 100 à distance que des équipes qui fonctionnent sur un mode hybride. Il y a des spécificités à prendre en compte et ça va être effectivement tout l'enjeu. Et idéalement donc de passer plutôt sur un management par les résultats. On aura l'occasion de revenir un peu là-dessus, plus loin. Quels sont les enjeux? Premièrement, considérer les évolutions du monde du travail, hein. La crise sanitaire, on ne reviendra pas à un état initial. Il y a eu, voilà, beaucoup de choses qui se sont faites, beaucoup de choses qui sont développées, des modes de travail, différents qui ont été envisagés, donc il faut aussi en tenir compte. Mais, les enjeux, c'est aussi d'arriver à adapter son organisation du travail lorsqu'on est sur une organisation hybride. Comment on organise une réunion lorsque j'ai la moitié de mon équipe à distance et la moitié de mon équipe en présentiel? Au niveau du management également, pareil, on n'agit pas de la même manière, ses équipes. Donc il y a quand même des questions qu'il faut se poser, des évolutions à apporter. Et c'est évidemment prendre en compte, les attentes nouvelles, tout simplement, des salariés. On l'a vu, le télétravail aujourd'hui, il est plébiscité, donc c'est aussi un argument, tout simplement pour inciter, pour recruter déjà, pour, voilà, attirer de nouveaux talents. Ça peut être un argument de taille, on va dire, pour les entreprises qui ont un peu de mal à recruter et à attirer de nouveaux talents. Les salariés donc, face au changement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le changement d'une manière générale? Il faut savoir que dans toute situation de changement, on observe une augmentation de la charge de travail, une mobilisation plus importante des ressources cognitives parce qu'on doit être plus concentré, parce qu'on doit se former à l'utilisation de nouveaux logiciels, par exemple. On est un peu dans une adaptation permanente, en théorie qui est temporaire. Peuvent apparaître des phénomènes de, résistance au changement, donc des gens qui vont venir finalement en opposition frontale avec le changement, peut-être parce qu'il a été mal expliqué, peut-être parce qu'il est mal accompagné, peut-être parce qu'ils n'y voient pas, d'intérêt, ne trouvent pas de sens. Mais Cyrielle, vous en parlera un peu plus, en détail dans cette troisième partie. C'est une période, d'une manière générale, à plus fort risque psychosocial. Il y a des craintes qui se sont rajoutées, des craintes liées au contexte sanitaire. Hem, le retour en présentiel, il peut être attendu. Attendu, parce qu'on attend la restauration du lien social, on attend d'être moins isolé. Mais en même temps, on peut le redouter parce qu'on craint d'être malade, on craint de contaminer ses proches. Donc voilà, alors c'est pas pour autant paradoxal, hein, c'est une situation effectivement, heu, normale. On peut appréhender, voilà, un événement qui est pour autant, attendu. Ce n'est pas, contradictoire. Alors, petit focus sur le retour en entreprise. Alors quelles sont effectivement les conséquences du confinement, et du, déconfinement, enfin des déconfinements du coup successifs, on peut mettre au pluriel, sur la santé mentale en général, hein. On a observé, je pense qu'on en a tous entendu parler, il y a beaucoup d'études, hein, qui sont, sorties. On a tous lu, je pense, un article ou 2 là-dessus, sur une augmentation de l'anxiété sociale, par exemple, au moment du déconfinement, des phénomènes comme l'agoraphobie qui ont pu apparaître, le, fameux syndrome de la cabane, ou, aussi appelé syndrome, de l'escargot, qui est finalement cette peur, de sortir de son lieu, d'enfermement. Il y a des personnes et j'ai un exemple en tête d'une DRH, d'une entreprise adhérente chez nous, voilà, qui, avait effectivement, passé tout le premier confinement, chez elle, sans sortir, à se faire livrer ses courses et m'expliquait que finalement, elle avait même peur, ne serait-ce que de sortir sur son balcon, prendre l'air. Elle ne le faisait même pas. Donc voilà, aujourd'hui ça va mieux, tout
tout ça, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est pas neutre cette crise sanitaire et ça a pu avoir des conséquences sur la santé mentale. Les conseils, quels conseils on peut comment on peut réagir face à une personne qui en entreprise revient, mais revient un petit peu la boule au ventre et anxieuse, n'ose pas trop s'approcher des autres, voilà, sait pas trop comment se positionner. Déjà, c'est de reconnaître la situation, hein, c'est d'accepter qu'on a vécu un événement, enfin des événements même qui sont inédits. C'est normal d'avoir des craintes, c'est normal, voilà, de il faut légitimer, hein, c'est normal de rencontrer des difficultés, donc on va chercher aussi à rassurer, de par notre discours, ne pas stigmatiser, ne pas non plus en faire un sujet tabou. C'est pour ça qu'on va recommander de faciliter aussi le dialogue, d'en parler, de libérer la parole, d'interroger peut-être sur le respect, des mesures barrières, de savoir comment la personne se situe par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour qu'elle se sente aussi plus en sécurité? Et bien sûr, favoriser le soutien social et mettre en avant le collectif. On a vu, hein, pendant, le les confinements, c'est souvent ce qui a fait défaut. On parlait au tout début, je vous expliquais un petit peu la logique de la balance. Bah, là aussi, hein, c'est un peu cette logique-là qu'on retrouve, c'est qu'on va essayer de mettre en avant les ressources que sont, le collectif de travail. Alors, si on poursuit un petit peu sur le retour en entreprise, il y a d'autres craintes, hein, aussi qui ont pu d'autres problématiques qui peuvent apparaître en tout cas chez les salariés et là, je vais parler un petit peu de l'aspect organisationnel. Bien sûr, la mise en place du télétravail, à 100 et même aujourd'hui, si on se place dans le cadre d'une organisation hybride, ça modifie les habitudes de vie. Ça oblige les personnes à fonctionner peut-être différemment lorsqu'elles sont en télétravail, que lorsqu'elles sont, chez elles. S'organiser dans la vie de tous les jours, pour faire les courses, aller chercher les enfants à l'école et cetera. Donc ça va avoir aussi un impact sur la vie de famille. Ça, faut en tenir compte. D'une manière générale, l'humain aime pas forcément trop le changement, c'est pas toujours très confortable. Donc là, on demande encore une fois, voilà, de faire bouger un petit peu, les lignes et ça peut, voilà, être générateur d'anxiété, chez, les individus. Mais aussi, des effets bénéfiques attendus. On en a déjà parlé, mais c'est, voilà, on restaure le lien social, on va avoir une communication plus riche parce que, on revient en présentiel, on va pouvoir recôtoyer des personnes réellement. On va retrouver aussi un sentiment d'appartenance à l'entreprise, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, ce sentiment, il est moins présent, pour, des entreprises qui sont par exemple en télétravail, à 100. On est moins attaché à son entreprise. C'est le retour des moments de convivialité, bref, c'est, la sortie de l'isolement. Pour autant, les salariés peuvent être face à des injonctions, qu'on va dire, paradoxales. Va s'opposer 2 choses, à la fois, le fait, on est content, on va travailler de nouveau ensemble, mais en même temps, le fait de recôtoyer l'autre, on va se sentir un petit peu en danger, par rapport, voilà, au virus notamment. Moins télétravailler, être donc de retour plus en présentiel, c'est en même temps être confronté plus au bruit, si on travaille par exemple dans un espace partagé. C'est, être confronté à l'augmentation des temps de transport, problématique en plus particulièrement importante en Île-de-France, donc on n'a peut-être pas forcément trop envie, voilà de refaire 1 heure et quart de trajet le matin. C'est, être interrompu aussi dans son activité. Alors c'est bien au bureau, on échange plus facilement, mais en même temps, on est aussi plus facilement interrompu par le collègue, voilà, qui nous interpelle et donc on avance peut-être moins sur son travail. Voilà, ça peut aussi générer, certaines craintes. Quels sont les points, de vigilance qu'on peut aujourd'hui, vous donner par rapport, au maintien du télétravail dans, le cas du coup de, l'organisation hybride? Plusieurs choses. La question déjà de l'environnement de travail. On l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix, beaucoup, partie des entreprises qui ont pu faire le choix de vendre des locaux ou de prendre des locaux plus petits ou de mettre en place le flex office parce que justement, elles ont développé le télétravail. Attention évidemment aux effets des salariés. Par exemple, on sait que le flex office, le fait donc, de ne plus avoir de repères, hein, c'est le fait d'être nomade finalement, de ne plus avoir un bureau attitré dans l'entreprise. Ça peut, voilà être mal vécu, hein, par les salariés parce qu'ils ne peuvent pas se recréer leur espace, personnel, mettre des photos, mettre, voilà des cadres par exemple. Mais, également attention à la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. On sait que d'une manière générale avec le télétravail, on a tendance à avoir une augmentation aussi de la durée hebdomadaire du travail et des temps de connexion. Donc attention à bien, faire en sorte de différencier, les temps de travail, des temps de vie personnelle. Ça aussi, c'est important. Si on peut arriver par exemple à se recréer un espace dédié, alors une pièce idéalement, chez soi, mais ne serait-ce qu'un espace, une configuration qu'on définit dans le cadre du pour une situation de travail, c'est, des éléments aussi importants.
La question des outils et des ressources, hein, on l'a vu, il y a beaucoup notamment sur la question des logiciels, hein, utilisés par les entreprises à partir de mars 2020. Bon, ben voilà, ça a été un petit peu rapide. Quel type de logiciel on utilise, comment on fait pour travailler à distance. Donc aujourd'hui, on essaye un petit peu de capitaliser dessus, voir qu'est-ce qui fonctionne, peut-être qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui est le plus adapté finalement au travail à distance et au travail collaboratif. S'interroger également sur les systèmes de reporting, hein, parce qu'on sait qu'en télétravail, il y a aussi une partie de l'activité qui est moins visible. Donc le but, c'est quand même de pouvoir valoriser ce que fait le salarié, de faire attention à ne pas perdre trop d'informations. Là aussi, on sait que ça peut être une écueil du télétravail lorsqu'il n'est pas suffisamment, on va dire, encadré et prévu. Donc, quel système de transmission de l'information je peux utiliser, par exemple. L'autonomie et la charge de travail. Donc là, on va se pose la question finalement, notamment de l'articulation des fonctions. Si j'ai des personnes en présentiel et à distance, comment je fais? Comment j'essaye de concilier les deux à un moment donné? Comment je suis la charge de travail? Là aussi, en télétravail, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être un peu plus difficile d'avoir une visibilité sur ce que fait le salarié. Et donc, oui, comment je régule au final sa charge de travail? Le soutien managérial, point aussi évidemment essentiel, arriver à rester à l'écoute malgré cette organisation hybride, des difficultés qui peuvent être rencontrées par les salariés, arriver à s'adapter à ces 2 modes de fonctionnement. Et puis, le dernier point qu'on peut aborder, le dernier élément, c'est évidemment le collectif. Le collectif de travail, on l'a dit, hein, c'est effectivement pour le coup une des ressources essentielles, c'est d'arriver à restaurer et surtout à maintenir par la suite le soutien social, de faire en sorte qu'il y ait des temps d'échange réguliers en présentiel, ne pas non plus faire tous les événements, par exemple, toutes les réunions en mode hybride. Essayer voilà, de prévoir quand même certains éléments où on peut réunir tout le monde, où les gens peuvent échanger tous ensemble physiquement. C'est vraiment une ressource très importante. Et donc voilà, moi j'ai terminé pour cette seconde partie. Je vais redonner la parole à Cyrielle pour cette troisième et dernière partie de ce webinaire. Pardon. Merci Jennifer. Donc du coup, oui, troisième et dernière partie, nous allons donc parler comment manager dans une organisation hybride. Et donc, comment manager dans une organisation hybride? Nous allons parler donc du changement. Qu'est-ce que le changement? Eh bien, c'est en tout cas, qu'est-ce que le changement au sein d'une entreprise? Il se traduit en fait par le passage d'une organisation à une autre ou bien d'un process à l'autre. Et donc, ce changement, il nécessite bien sûr quelques précautions pour qu'il soit à la fois bien accepté, bien vécu et bien mené par les collaborateurs. Donc, nous allons voir les différents enjeux de la conduite du changement en entreprise et donc, dans un premier temps, donc, les enjeux sociologiques. Donc, les enjeux sociologiques dans la conduite du changement d'une entreprise, eh bien, c'est primordial. En effet, les conséquences d'une sous-estimation de la dimension sociologique des changements constituent bien sûr le principal facteur d'échec des transformations en interne, puisque ça peut générer donc des conflits, voire même des grèves. Et donc, pour limiter ce risque, il est vraiment important et essentiel de donner du sens aux changements, de démontrer qu'ils sont cohérents avec la stratégie mise en place par l'entreprise et surtout qu'ils apportent une réelle plus-value à l'organisation et à l'activité des collaborateurs. Généralement, les salariés perçoivent d'abord, en fait, ils perçoivent en premier lieu les enjeux de façon individuelle et puis, dans un second temps, de façon collective. Il y a ensuite donc ce qu'on appelle les enjeux psychologiques. Donc, lors d'un changement en interne, l'adhésion du plus grand nombre demande vraiment du temps. Un temps d'assimilation à respecter pour pouvoir éviter tout risque d'incompréhension de la part des collaborateurs, de démotivation, voire d'importants roulements des effectifs. Il faut savoir qu'une conduite du changement défaillante peut engendrer des risques psychosociaux. Et donc, il est important de le prendre en compte, puisque ça peut générer du stress, de la fatigue, des problèmes de concentration, autant d'impacts négatifs qui peuvent nuire au bien-être des collaborateurs. Donc, il convient vraiment de veiller à ce que les salariés ne se retrouvent pas dans une situation d'incompréhension ou de démotivation. Et donc, les derniers enjeux, ce sont les enjeux financiers. Ils sont liés à la conduite du changement en entreprise et ils sont doubles. D'une part, on a l'adhésion des collaborateurs qui est en mesure donc d'impacter directement les résultats de la société à long terme. En effet, un changement bien mené égale des salariés plus concernés
et plus motivés. Et donc, par conséquent, moins de temps perdu, donc une meilleure productivité. Et d'autre part, la conduite du changement en entreprise a un coût. Et donc, le respect de tous ces enjeux est vraiment primordial pour mener à bien une conduite du changement en entreprise. La communication et les échanges avec les collaborateurs sont des leviers vraiment essentiels, j'ai même envie de dire vraiment importants pour pouvoir atteindre les objectifs de la structure. C'est sans doute d'autant plus vrai en cette période de Covid-19, puisque donc les conditions de travail s'en retrouvent modifiées, notamment via le développement du télétravail. Tout changement majeur au sein de l'entreprise se doit alors d'être préparé autant que possible lorsque c'est le cas, afin de s'intégrer vraiment au mieux au mode de fonctionnement des collaborateurs. Et donc, on va parler maintenant d'un outil très utile, la courbe du changement. Donc, c'est très utile de connaître et de la comprendre, cette fameuse courbe. Elle a été, en tout cas, elle est issue des travaux de la psychiatre et psychologue suisse Elisabeth Kübler-Ross. Et c'est important aussi de le dire, puisque le Time Magazine a classé en 1999 cette psychiatre parmi les 100 plus importants penseurs du XXe siècle. Donc voilà, on se rend compte que quand même cet outil a une grande utilité et que c'est vraiment une belle découverte. Et donc cette courbe, elle comprend deux grandes phases. La première qui est plutôt descendante, qui s'accompagne d'une attitude négative et contre-productive, et la deuxième courbe ascendante, durant laquelle l'attitude est positive et tournée vers l'avenir. Alors, c'est vrai que cette courbe, elle est très utile parce que lorsqu'on parle d'un accompagnement au changement, alors il y a à la fois l'accompagnement de l'entreprise, qui est important, mais il y a aussi les propres ressources des salariés pour pouvoir faire face à ce changement, pour pouvoir l'accepter. Et donc, pour en arriver à l'acceptation, on va traverser différentes étapes. Et c'est essentiel que les salariés se situent sur cette courbe pour savoir un petit peu où ils en sont, qu'est-ce qu'il leur reste à traverser. C'est très rassurant. L'être humain a très très peur de l'inconnu. La première peur de l'être humain, ce n'est pas de mourir, mais l'une des plus grandes peurs, c'est l'inconnu. Donc justement, de pouvoir apporter un caractère rassurant, en tout cas, de savoir où se situer, permet de rassurer et donc de traverser plus facilement ce changement. Et donc cette courbe va vraiment guider les salariés tout au long du changement et les aider à vaincre leur réticence face à ce changement. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement au changement? C'est permettre, en menant un ensemble d'actions auprès de salariés confrontés à un changement technique, organisationnel dans l'entreprise, de mieux accepter et de mieux intégrer la transformation de leur travail ou de leur environnement de travail. Face à ces changements, la réaction peut être une attitude de résistance, d'opposition, de blocage. Pourquoi? Eh bien parce que dans un contexte de transformation imposée, les salariés voulant préserver les aspects maîtrisés de leur situation de travail vont réagir à ce qui peut être vécu comme une menace. La perception de ce changement est vécue de manière émotionnelle par ceux à qui on impose le changement, contrairement bien sûr aux initiateurs, à l'entreprise, aux initiateurs donc du changement qui ont une perception, eux, plutôt rationnelle et réfléchie des transformations. La notion de résistance, souvent désignée et perçue par les dirigeants à l'égard de leurs collaborateurs, est vécue par ces derniers comme une manière rationnelle de protéger les acquis liés à leur situation de travail. Alors, comment accompagner ce changement? Alors, on va vous donner quelques conseils. Premièrement, l'idée, c'est d'avoir une approche organisationnelle, informée, communiquer sur l'objectif et les étapes de manière transparente le plus possible et cognitive du changement en identifiant au sein de l'entreprise les freins possibles chez l'individu, dans le groupe, au niveau hiérarchique et culturel. Il faut savoir qu'il y a 4 sortes de freins. Alors, ce qu'on appelle les freins individuels. Donc là, c'est identifier la motivation, l'émotion, comme je le disais précédemment, suscitée par le changement et rassurer de manière individuelle. Puis, il y a les freins du groupe. Alors, en cas de réorganisation d'un service, il faut tenir compte de l'impact sur un autre service qui n'est pas concerné. Ça, c'est vraiment important. Il y a également ce qu'on appelle donc les freins hiérarchiques. Donc, s'assurer de la formation, préparation et adhésion des managers pour accompagner le changement auprès des collaborateurs. Et puis, ce qu'on appelle les freins culturels. Alors là, l'idée, c'est d'avoir un discours et un engagement cohérent par rapport au changement envisagé. Autre conseil, écouter et analyser les résistances manifestées par les collaborateurs. Non pas en essayant de les vaincre, mais en s'en servant vraiment comme des guides pour analyser et répondre aux problématiques qu'elles soulèvent. Faire preuve d'empathie,
par la personne en charge d'accompagner le changement afin de détecter les questionnements et les préoccupations. Veillez à être attentif vis-à-vis des collaborateurs. Le mécontentement peut s'exprimer de différentes manières, verbal, acte de dégradation, passivité. Voilà. Et puis, favoriser l'engagement des salariés en veillant à les impliquer depuis la phase de diagnostic jusqu'à l'élaboration du plan d'action. Intéressez-les aux évolutions projetées, aux formations prévues pour y faire face. Favoriser le maintien des valeurs et objectifs de l'organisation tout en préservant les avantages accordés aux salariés. Et puis, bien sûr, mettre en place un climat de travail qui favorise l'implication des collaborateurs le plus possible dans les décisions relatives au changement. Ça, c'est vraiment essentiel. Accompagner le changement n'est pas qu'une question vraiment technique, logistique ou financière. Il importe de prendre en compte le côté psychosocial ou l'impact sur le bien-être des salariés. Il peut être utile vraiment de faire appel à des professionnels en la matière pour aider à la transition au changement et ainsi éviter le surcoût financier lié au RPS et donc qui contacter sa médecine du travail, le service de santé au travail. Le changement générateur de démotivation. Alors, la crise a pu engendrer de nouveaux comportements et sources de démotivation pour les salariés. Et oui, l'accumulation des problèmes générés par le confinement et la Covid-19 ont pu être source de démotivation et avoir un impact négatif sur la vie personnelle et professionnelle. Des séparations, des conflits nés de la promiscuité, des décès, sentiments de culpabilité, un affaissement physique, sédentarité, prise de poids. Bref, en tout cas, les salariés ont été amenés à changer de territoire géographique, de métier, de poste. Il y a eu de nouvelles opportunités de service, de manière de faire. Et puis, les salariés ont recentré leurs priorités personnelles et professionnelles. Comment identifier la démotivation? Eh bien, la clé pour surmonter la démotivation au travail est de comprendre la véritable origine de celle-ci. Identifier les personnes ou secteurs touchés par la démotivation, ça c'est une première chose. Déterminer la source du désengagement auprès des collaborateurs grâce à des entretiens individuels et puis faire preuve d'empathie, ça vraiment c'est la clé. Et puis prendre en considération les dires des salariés, ça c'est vraiment important. Comment garder les salariés mobilisés? Alors, quelques petits conseils aux managers. Alors, première chose, faire preuve de neutralité et prendre en compte les difficultés et les suggestions du salarié en ouvrant le dialogue. Il est important de tenir compte des préoccupations individuelles et de prendre compte de la réalité du terrain. Donner du sens à chaque demande et à chaque procédure. Laisser de l'autonomie et des marges de manœuvre autant que possible. Je l'ai dit précédemment, plus on va laisser d'autonomie aux salariés, moins il y aura de risques qu'ils soient en souffrance. Après, bien sûr, les personnes ne réagissent pas tous de la même manière. Certaines personnes auront besoin de plus d'autonomie et d'autres d'un peu plus de cadre. Au manager, du coup, de voir ce qu'il y a de plus adapté en fonction des salariés. Adopter une approche bienveillante, ça vraiment, c'est important pour pouvoir communiquer et rassurer les collaborateurs. Et donc, dernier conseil concernant une organisation hybride. Comment avoir une organisation hybride pérenne? Eh bien, il est important donc de vous apporter quelques petits conseils. Déjà, la première étape, ça va être vraiment d'organiser les tâches en identifiant celles qui sont télétravaillables ou non, expérimenter, tester et permettre des retours en arrière. Ça, c'est vraiment important de se le dire. La période de test laissée sur une unité, c'est vraiment essentiel. Formaliser un accord ou un accord télétravail ou une charte télétravail pour avoir une vision à long terme et pérenne de ce mode d'organisation. Ça, c'est vraiment essentiel. Faire des points informels non liés au travail. Continuer à avoir de courtes conversations informelles. Comme lorsque tout le monde était encore au bureau, on se réunissait autour de la machine à café. Bon, maintenant, c'est plus trop possible, mais en tout cas, on essaie, même si on est tous dématérialisés, de retrouver ces petits points informels. Et pourquoi pas de prévoir des coffee time. Voilà, ça dure 10 minutes, 15 minutes, on se retrouve tous ensemble, on essaie de parler sur des choses aussi informelles, mais pour créer ce lien social. Et ça contribue vraiment à garder l'équipe connectée, même si le bureau. Être attentif aux comportements changeants, repérer les signaux faibles, ça c'est vraiment essentiel. N'oubliez pas que certains télétravailleurs peuvent se sentir mis à l'écart. Soyez vraiment attentifs aux signes avant-coureurs, comme les délais non respectés, le manque de communication, la baisse d'intérêt pour l'émission. Voilà, lorsque vous constatez un changement au niveau du comportement d'un collaborateur, alors j'entends bien, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est à distance,
Ceci dit, voilà, un collaborateur qui avait plutôt l'habitude d'être très réactif, qui là, du coup, ne l'est plus du tout, ou qui commet des erreurs, qui n'arrive pas à tenir ses objectifs. Voilà, ça, c'est vraiment important de pouvoir le repérer. Ce sont vraiment les signes avant-coureurs. Et puis, fournir les moyens techniques et matériels pour que les salariés soient le mieux installés possible. Pensez à l'ergonomie du poste de travail. Et puis, cultiver la confiance et la culture du résultat. Vraiment, élément important à retenir, il est important donc de tester toute nouvelle organisation avant de formaliser un accord ou une charte pour avoir une vision à long terme. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, pour conclure, je vais donc vous parler du rôle des services de prévention et de santé au travail, puisque maintenant nous parlons de services de prévention et de santé au travail. Donc, on voit bien à quel point la prévention, les préventeurs ont un rôle clé, puisqu'on va avoir une équipe autour du médecin du travail. Ça, c'est essentiel. Alors, même si vous ne faites pas tous partie du même service de santé au travail, il faut savoir qu'il y a quand même des équipes de préventeurs qui travaillent avec le médecin, avec l'infirmière. Donc ça, c'est essentiel. Juste un petit conseil, on a les visites obligatoires qui ont été maintenant un petit peu repoussées, mais lorsqu'on rencontre une problématique ou de santé ou dans l'organisation du travail, c'est important de pouvoir se dire qu'on a le droit, qu'on peut prendre rendez-vous avec son médecin du travail pour pouvoir aborder cette problématique et ne pas attendre la fameuse visite obligatoire. Et puis, comme lorsqu'on a un collaborateur voilà, on a repéré quelques signaux avant-coureurs, hein, comme je le disais précédemment, eh bien, c'est important aussi de se dire que voilà, on peut prendre rendez-vous pour ce collaborateur si on se rend compte qu'il ne va pas bien auprès du médecin du travail, sans attendre la visite obligatoire. Voilà. Et puis, bien, pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller donc sur les différents sites de vos services de santé au travail. Vous y retrouverez beaucoup d'informations, d'accompagnement, des conseils, des outils. Il y a des webinaires, des replays que vous pouvez suivre sur tout un tas de risques, des guides, des fiches pratiques. Donc surtout, n'hésitez pas, vous avez tout un tas d'informations. Nous vous remercions à tous donc, pour votre attention, pour votre présence aussi. Merci d'avoir participé à ce webinaire que nous avons eu plaisir de vous présenter. Et en tout cas, donc voilà, n'hésitez pas. On a également maintenant un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes là pour y répondre. Voilà, après, donc, vous avez quelques petits points que vous pourrez retrouver, en tout cas, pour vous informer sur différentes thématiques concernant la Covid-19, la vaccination, le télétravail. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet qui vous est indiqué sur la diapo. Merci Cyrielle. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On se garde un petit temps, on est ensemble jusqu'à 11h. C'est vrai qu'on vous a Si vous avez donné des tout questions. un tas d'informations, c'était lourd, c'était riche, hein, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez plus de précision. Bon, bah, Jennifer, j'ai envie de dire qu'on a dû être suffisamment clair du coup, puisqu'on n'a pas de questions. Oui, effectivement, pas de questions. Oui, le support du coup sera disponible en ligne sur le site de la Fédération Santé au Travail d'Île-de-France. Peut-être Mathilde, je ne sais pas si tu peux mettre le lien. Il est sur la présentation. Bon, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre écoute. Oui, merci vraiment à vous. Et en tout cas, on vous souhaite à tous une bonne continuation et puis une bonne journée ensoleillée. Merci Mathilde. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser. Je vous laisse encore